Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue au Ciné-Conférence. Je suis Jérémy Desport, je suis conseiller aux relations avec les diplômés pour l'Université de Montréal et je serai votre animateur ce soir. Dans le cadre des Journées mondiales des aînés 2021, le réseau des diplômés et des donateurs, en collaboration avec la faculté de médecine de l'Université de Montréal, sont fiers d'avoir pensé cette soirée pour vous. En première partie de soirée, nous entendrons le docteur David Lucier pour une brève introduction sur le portrait et les défis du vieillissement au Québec. Par la suite, nous verrons le film Le Père du réalisateur Florent Zeller avec le fascinant Anthony Hopkins. Le film que vous allez voir ce soir traitera d'un aspect spécifique du vieillissement, mais plus tard dans la soirée, nous parlerons donc d'une vision beaucoup plus large avec nos experts. Le dialogue après le film viendra tout de suite après. Vous aurez une vision très large, mais sans plus attendre, j'aimerais également vous présenter donc Sylvain Lacerte-Gagnon, avec qui je suis accompagné ce soir et qui s'occupera de collecter l'ensemble de vos questions qui seront posées en seconde partie de soirée. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions durant toute la durée de la diffusion du film et la durée de la première partie de cette soirée. Nous tenterons d'y répondre à la fin de la soirée. Il est maintenant venu le temps de présenter nos invités de ce soir. Tout d'abord, le docteur David Lucier. Bonsoir, docteur Lucier. Bonsoir. Vous êtes diplômé de la faculté de médecine, médecine 95 et sciences cliniques 2000. Vous êtes gériatre. Vous avez une formation de 3 ans en médecine de la douleur et soins palliatifs au Beth Israel Deaconess Medical Center à New York. Vous êtes également professeur agrégé au département de médecine de l'UDM et en tant que directeur scientifique du programme Avantage de l'IUGM, vous participez régulièrement à des débats publics entourant le vieillissement et vous contribuez à démystifier donc cette étape de vie très importante. À vos côtés, Madame Louise Lambert-Lagacé. Bonsoir Louise. Bonsoir Jérémy. Louise, vous êtes diplômée de la faculté de médecine, plus précisément en nutrition depuis 1961. Vous avez fait votre marque au Québec et au Canada dans le domaine de la nutrition. Vous avez dirigé votre propre clinique de nutrition pendant plus de 45 ans. Vous êtes également auteur d'une quinzaine de livres, dont les succès « Comment nourrir son enfant »,« Le défi alimentaire de la femme », qui ont été traduits dans de nombreuses langues à travers différents pays à travers la planète. Votre dernier ouvrage, Au menu des 65 ans et plus, a remporté le prix Best in the World 2017, catégorie personnes âgées, lors du Gourmand World Cookbook Awards. Vous êtes membre également de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, qui vous a décerné le titre de Fellow en 2019. Vous êtes devenu également membre de l'Ordre du Canada en 1999 et chevalière de l'Ordre du Québec en 2006. Et pour conclure, également la médaille du mérite de l'Institut de recherche clinique de Montréal en 2017. Et notre dernière invitée de ce soir, la docteure Anne Charbonneau. Bonsoir Anne. Bonsoir Jérémy. Anne, vous êtes diplômée en médecine dentaire depuis 1981, mais également de l'École de santé publique en santé communautaire en 1995 et santé publique en 1999. Vous êtes professeur titulaire au département de santé buccale de la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal et vous avez également occupé la fonction de vice-doyenne de la faculté de médecine dentaire pendant 11 années. Maintenant, sans plus attendre, il me fait plaisir de vous introduire le docteur David Lucier pour la première conférence de cette soirée. Merci Jérémy. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour discuter premièrement de vieillissement. Donc le film porte sur le vieillissement. On va tout d'abord regarder est-ce que le vieillissement c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour prévenir le vieillissement? Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose si évidemment on ne peut pas s'empêcher de vieillir? Est-ce qu'on peut mettre toutes les chances de notre côté pour avoir un vieillissement en santé?
Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est le vieillissement? Le vieillissement, c'est défini comme une défaillance de la capacité de préserver l'homéostase sous des conditions de stress physiologique, ce qui accroît la vulnérabilité de l'individu et limite sa viabilité. C'est une définition qui semble un peu complexe. Ce que ça veut dire, c'est que quand on est dans une situation de base, donc quand il n'y a pas de stress particulier, la personne qui est plus âgée réagit presque de la même façon que la personne plus jeune. Par contre, dès qu'il y a un stress, et que ce soit un stress physiologique, donc un problème médical, ou que ce soit un stress psychologique, un stress social, la personne qui est plus âgée va réagir moins bien. La personne qui est plus âgée va avoir plus de difficultés à se remettre, par exemple, d'une maladie, d'une chirurgie. Ça va jusqu'aux aux organes comme le poumon qui va avoir plus de difficultés à se remettre après une pneumonie. Et la même chose pour les différents stress. Donc, c'est l'accumulation de ces stress-là qui vont limiter la viabilité de la personne. C'est une définition qui peut sembler un peu pessimiste, mais ça décrit biologiquement ce qu'est le vieillissement. Il faut dire aussi que quand on parle de vieillissement, on dit que l'homme et la femme commencent à vieillir à l'âge de 30 ans. Donc, on atteint le pic à 30 ans et tout ce qui est après 30 ans, c'est une diminution graduelle de nos capacités. Et une citation que j'aime bien, c'est celle de Félix Leclerc qui disait « Vieillir, c'est embêtant, mais c'est la seule façon de vivre longtemps. » Ce qui veut dire qu'on va tous vieillir à moins qu'on meure jeune. Donc oui, le vieillissement, c'est une fatalité. Il n'y a rien qu'on peut faire pour éviter de vieillir. Par contre, on peut mettre les chances de notre côté pour vieillir en santé. Pourquoi on parle de vieillissement? On sait que la population vieillit, les gens vivent de plus en plus vieux, et pour cette raison-là, il y a de plus en plus de personnes âgées. On voit ici la proportion de la population selon les différents groupes d'âge, et on voit en vert ce qu'on appelle les baby boomers. Donc, c'est un groupe qui a été très, très nombreux, et on va voir ici comment ils vont progresser dans la vie, et on va voir que ça a une grande influence sur ce qu'on appelle la pyramide des âges au Québec. Donc, on voit qu'on est rendu maintenant en 1991, en 2001. On est maintenant ici en 2011, 2018, donc à peu près maintenant. C'est les dernières statistiques qu'on avait sur ce graphique-là. Et on voit ce qui va arriver dans le futur. Donc, on est rendu ici en 2031. Donc, on va voir qu'il va y avoir une grande proportion. 2031, c'est l'année au Québec où il va y avoir le plus de personnes âgées parce que les baby boomers vont avoir atteint un âge avancé. On voit aussi, j'aime bien cette pyramide parce que ça nous montre que l'étage supérieur de la pyramide, qui est constitué des personnes les plus âgées, est de plus en plus important. Donc, si on ne veut pas que cet étage-là fasse s'effondrer les étages qui sont sous lui, donc qui apportent un poids trop grand à la société, il faut bien s'occuper de l'étage supérieur. Il faut s'assurer qu'il soit le plus solide possible pour éviter que tout s'effondre. Et c'est pour ça que c'est aussi important de s'occuper des personnes de 65 ans et plus. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'espérance de vie à la naissance a beaucoup augmenté depuis le début du 20e siècle. Ça a augmenté beaucoup avec l'arrivée des antibiotiques, entre autres, les meilleures conditions socio-sanitaires, mais même depuis 2000, donc dans les 20 dernières années, depuis le début du 21e siècle, l'espérance de vie à la naissance, ce qui est l'âge moyen auquel une personne qui vivrait dans les mêmes conditions que maintenant pourrait aspirer à atteindre, et augmente graduellement depuis les années 2000. En 2000, l'espérance de vie à la naissance pour les hommes était de 76,2 ans. C'est rendu, on prend les chiffres de 2019 à 81 ans. Donc, on a une augmentation de 5 ans d'espérance de vie pour les hommes en seulement 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2018, l'espérance de vie des hommes québécois était la plus élevée au Canada. L'espérance de vie des femmes a augmenté aussi, mais moins que celle des hommes, 81,9 ans en 2000 et 84,7 ans en 2019. Ce qu'on voit aussi, on sait que les femmes vivent en moyenne plus vieilles que les hommes, mais cette différence-là tend à s'amenuiser avec le temps. Donc, la différence là, diminue de plus en plus entre l'espérance de vie des femmes et celle des hommes, probablement parce que les hommes avaient de moins bonnes habitudes de vie que les femmes, ce qui tend à diminuer beaucoup. Pourquoi je parle de 2019, c'est qu'on le voit sur le graphique ici, en 2020, il y a eu pour la première fois de l'histoire une diminution de l'espérance de vie à la naissance.
parce qu'il y a eu la pandémie de la COVID qui est arrivée, qui a atteint beaucoup de personnes plus âgées, mais des personnes plus jeunes aussi, ce qui a fait diminuer l'espérance de vie là, de un peu moins qu'1 an. Mais c'est la première fois, et ça a été observé pas seulement au Québec, là, mais dans tous les endroits au monde. Encore plus intéressant que l'espérance de vie à la naissance, c'est l'espérance de vie à 65 ans qui a augmenté et qui augmente de plus en plus. Donc, en 2000, l'espérance de vie à 65 ans, ça veut dire que quelqu'un qui a 65 ans maintenant, il va vivre jusqu'à quel âge en moyenne? En 2000, c'était 16 ans. Donc, quelqu'un qui avait 65 ans en l'an 2000 pouvait, en moyenne, vivre jusqu'à 65 plus 16, ce qui fera 81 ans. Et quelqu'un en 2000 une femme en 2000 qui avait 65 ans pouvait espérer vivre jusqu'à 85 ans en moyenne. Ça a augmenté aussi à 19,8 et 22,3 ans en 2018. Malheureusement, ce qui a augmenté, ce n'est pas l'espérance de vie en bonne santé. Ce qui a augmenté, c'est l'espérance de vie totale. L'espérance de vie en bonne santé a beaucoup, beaucoup moins augmenté que les autres. Pourquoi? Parce qu'on est très bon en médecine pour prévenir et traiter les maladies cardiaques, pour prévenir et traiter les AVC, le cancer, mais les maladies chroniques comme l'arthrose, comme les problèmes de sténose spinale, toutes les maladies qui ne nous feront pas mourir, mais qui vont nous rendre la vie plus difficile, on est beaucoup moins bon pour les prévenir et pour les traiter. Ce qui fait que l'espérance de vie avec une incapacité a augmenté. Et en 2006, c'est les dernières statistiques qu'on a, les femmes vivaient en moyenne 8,2 ans avec une incapacité qui serait présente à tous les jours et les hommes 6 ans. Est-ce possible de bien vieillir? Donc, est-ce qu'on peut prévenir cette incapacité-là? C'est ce que tout le monde aspire. On veut tous vivre vieux et en bonne santé. Est-ce possible de le faire? La réponse, c'est oui. Il y a plusieurs façons de le faire. Comment on peut le faire? C'est qu'avec ce qu'on appelle l'autonomisation. En anglais, on aime beaucoup le mot empowerment, qu'on a traduit en français par autonomisation, c'est-à-dire prendre le contrôle de ma vie et de mon vieillissement. Pour faire ça, il faut être un partenaire actif. Il faut demeurer informé. Il faut s'assurer de prendre des mesures appropriées pour conserver son autonomie le plus longtemps possible et pour conserver une santé physique, une santé psychologique et aussi une santé cognitive, donc la mémoire. Donc, en étant présent aujourd'hui, vous avez déjà accompli la première étape pour vieillir en santé, c'est-à-dire que vous êtes actif ou vous assistez à une ciné-conférence. C'est la première chose à faire pour vivre en santé le plus longtemps possible. Il y a plusieurs autres façons de le faire. Il faudrait vraiment des heures et des heures pour regarder tous les différents aspects du vieillissement. Une petite publicité pour un livre qui a été publié aux éditions du CIUS du Centre-Sud de l'Université de Montréal par la collection de l'Institut de gériatrie, où on regarde tous ces différents aspects-là. Aujourd'hui, on va s'attarder à 2 aspects principaux maintenant. Donc, être actif physiquement, être actif cognitivement. Puis après la conférence, avec nos invités, Mme Lambert-Lagacé et Dr Charbonneau, on va parler du bien manger et dans lequel la santé dentaire est aussi très importante. Donc, être actif physiquement, c'est pas une révélation, là, c'est quelque chose qui est très important si on veut vieillir en santé. L'activité physique va être bonne, évidemment, pour la force, pour l'équilibre, mais il y a aussi plusieurs études qui prouvent que de l'activité physique est bonne pour le moral, c'est bon pour le sommeil. Si on fait plus d'activité physique durant la journée, on va mieux dormir. C'est meilleur pour l'appétit, ça aussi, on le sait bien. Hein, sûrement que Mme Lambert-Lagacé pourra nous le confirmer aussi, que si on est plus actif, on va avoir un meilleur appétit. On a aussi des études maintenant qui montrent que c'est bon pour la mémoire. Donc, si on fait plus d'activité physique, on va développer des nouveaux circuits, des nouveaux vaisseaux dans notre cerveau qui vont faire que notre mémoire va être meilleure. Malheureusement, 50% des personnes de 50 ans et plus ne pratiquent aucune activité physique. Donc, même si on sait que c'est important, les gens ont tendance à laisser tomber cet aspect-là. J'aime toujours citer ma grand-mère là, quand on parle d'activité physique. Ma grand-mère disait toujours « grouille avant que ça rouille ». Donc, c'est une façon de dire que si on ne bouge pas, on va perdre nos capacités physiques, puis on va perdre notre mobilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours rester actif. On sait aussi qu'on perd entre 30 et 40 de nos muscles entre 20 et 70 ans. Ça aussi, ça commence assez tôt dans la vie. On voit ici les muscles de la jambe à 30 ans, à 50 ans et à 70 ans. Donc, il y a
avec le vieillissement normal, une perte de la grosseur des muscles. Pour essayer de le prévenir, il faut être actif. On l'a déjà dit. Il y a 3 types d'exercices qu'on peut faire. Les exercices de renforcement musculaire, c'est ce qui va nous permettre le plus de garder notre force musculaire. Et la force musculaire va être importante pour garder notre endurance à la marche, pour garder notre équilibre, pour éviter de tomber. Donc, si on fait de l'exercice, on peut renverser cette perte de force musculaire ou on peut la prévenir. Ce qu'il faut faire, c'est 15 à 20 minutes d'exercice 2 fois par semaine. Ça n'a pas besoin d'être 15 à 20 minutes consécutifs. Donc, on peut faire 5 minutes 2 ou 3 fois par jour. On peut faire 5 minutes par jour, 5-6 fois par semaine pour atteindre le 15-20 minutes 2 fois par semaine. C'est aussi important de garder la santé cardiovasculaire. Pour ça, on va vouloir faire des exercices aérobiques. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit assez rapide pour être légèrement essoufflé. Donc, pas trop. Donc, on dit toujours qu'il faut encore être capable de parler en faisant l'exercice pour dire que l'exercice n'est pas trop intense. Donc, on dit 30 minutes 5 fois par semaine ou 35 minutes 2 fois par jour, 5 jours par semaine pour garder une bonne capacité aérobique pour un total de 150 minutes par semaine. Encore là, ça n'a pas besoin d'être consécutif. On peut le faire divisé en autant de fractions qu'on le veut. Et c'est aussi important d'avoir des exercices de flexibilité. Malheureusement, avec l'âge, les muscles deviennent plus rigides, les articulations deviennent plus rigides. Donc, si on veut garder une bonne flexibilité, il faut faire des exercices d'étirement. Ça peut être embêtant, ennuyant de faire des exercices d'étirement, mais ça peut aussi être fait en faisant du tai chi, en jouant au bowling, parce que si on joue au bowling, c'est un très bon exercice d'étirement. Donc, si on le fait 2-3 fois par semaine, on va garder une bonne flexibilité musculaire. Je le disais, l'exercice est bon pour le cerveau. Ça améliore l'attention, ça améliore la vitalité cognitive et ça pourrait même, selon plusieurs études, protéger contre la maladie d'Alzheimer. Comment? On l'a dit tantôt, ça va augmenter la livraison d'oxygène dans le cerveau, ce qui va permettre de développer des nouvelles connexions. On va parler beaucoup un peu plus tard des nouvelles connexions, justement, pour muscler le cerveau. On a parlé de muscler les muscles. Le cerveau, on peut aussi le muscler, c'est-à-dire qu'on peut le développer. On peut s'assurer qu'il soit en bonne santé pour le plus longtemps possible. Perdre la mémoire, c'est vraiment l'inquiétude principale en vieillissant. Les gens, quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez éviter le plus possible en vieillissant, c'est toujours de perdre la mémoire. Ce n'est pas universel, heureusement. Il y a 15 des personnes de plus que 65 ans et 30 malheureusement des plus que 85 ans qui ont une maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif qu'on appelait avant la démence, qui va être bien illustré dans le film qu'on va voir tantôt. Il y a des changements du cerveau en vieillissant. Donc, on a une diminution de la grosseur du cerveau. On a une diminution de la connexion entre les neurones. Donc, pour ces raisons-là, c'est normal d'avoir des problèmes de mémoire en vieillissant. Ça fait partie du vieillissement normal. Si les problèmes de mémoire n'affectent pas le vieillissement, l'autonomie puis la qualité de vie, c'est probablement normal. D'autres indices pour savoir est-ce que ma perte de mémoire est normale ou pas, c'est que dans le vieillissement normal, c'est normal, par exemple, de ne pas se souvenir des détails d'une conversation d'il y a 1 an. Ce qui n'est pas normal, qui pourrait indiquer un problème anormal, c'est de ne pas se souvenir des détails d'une conversation récente. Ce qui est normal, c'est de ne pas se souvenir du nom d'un acteur. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas se souvenir, évidemment, du nom de son conjoint ou de sa conjointe. C'est normal de ne pas se souvenir qui est une personne qu'on ne voit pas souvent. En m'en venant ici, tantôt, j'ai croisé quelqu'un qui me dit « Bonjour, bonjour », je n'avais aucune idée qui c'était. Quand elle a continué à me parler un peu, là, j'ai pu comprendre, elle m'a donné des indices sans le savoir et j'ai pu avoir l'air de me souvenir qui c'était. Donc, c'est normal de ne pas toujours s'en souvenir. Ce qui est normal, c'est d'oublier des rendez-vous. Ce qui est moins normal, c'est d'oublier de payer des factures. Ce qui est normal, c'est de chercher ses mots. Ça, les gens sont souvent très, très, très inquiets parce qu'ils cherchent leurs mots. Ça fait partie du vieillissement normal. Ce qui est moins normal, c'est de toujours prendre des pauses en parlant et de toujours utiliser des mots substituts. Par exemple, si je ne me souviens pas comment dire le mot manteau, je vais faire des tournures de phrases pour dire ce qu'on met l'hiver quand il fait froid. Donc ça, ce n'est pas normal si j'oublie toujours mes mots. Ce qui est normal, c'est d'être inquiet de sa mémoire, mais que les proches ne le soient pas. Ce qui n'est pas normal, c'est si moi, je ne suis pas inquiet. Donc, moi, je ne me rends pas compte que j'ai des problèmes de mémoire, mais mes proches, eux, s'en rendent compte. Il y a certaines fonctions du cerveau qui se détériorent avec l'âge.
ce qu'on peut difficilement éviter. Donc, par exemple, la mémoire épisodique, se souvenir des faits et des événements. La vitesse de la pensée. En vieillissant, ça va nous prendre plus de temps pour processer l'information, pour réfléchir, pour se souvenir des faits. La capacité de faire deux choses à la fois aussi. Ça, c'est un des changements qu'on voit le plus en vieillissant. On va être obligé de se concentrer sur une tâche. On dit parfois la blague que tout le monde devient un homme en vieillissant. Hein. C'est la blague que les hommes ne peuvent pas faire deux choses en même temps alors que les femmes le peuvent. Mais en vieillissant, ça arrive chez tout le monde. Donc, c'est important de se concentrer sur une chose. Par exemple, si je conduis l'auto, c'est une tâche très complexe de conduire l'auto. Je ne vais pas parler avec quelqu'un en même temps. Je vais essayer de me concentrer sur ma tâche. Si je cuisine, je vais cuisiner, mais je ne vais pas écouter la télévision ou parler au téléphone en même temps. Par contre, il y a des fonctions qui s'améliorent en vieillissant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le jugement qui s'améliore en vieillissant parce qu'avec l'expérience, ça se raffine. Le vocabulaire, on n'a pas de perte de vocabulaire en vieillissant. Les connaissances et l'intelligence, quand on mesure le quotient intellectuel, ça ne change pas en vieillissant. Et ce qui est important aussi, c'est que le cerveau conserve sa capacité d'apprendre. Donc, il n'y a pas d'âge limite pour apprendre des nouvelles informations. Et ça, justement, c'est la meilleure façon de garder une bonne santé cognitive. Donc, on en a parlé, être actif physiquement, bien dormir, les bonnes habitudes de vie, donc pas fumer, pas boire trop d'alcool, être actif socialement. Donc, si on est actif socialement, on va stimuler notre cognition. Éviter des médicaments, par exemple, les pilules pour dormir, ça va avoir beaucoup d'effets qui peuvent faire perdre la mémoire. Et aussi se bâtir une bonne réserve cognitive et la garder. Ça, on peut l'expliquer facilement en disant que plus on part de haut, plus ça va être long avant de descendre à un problème de mémoire qui va affecter mon fonctionnement. Donc, plus je stimule mon cerveau quand je suis jeune, plus ça va être facile de le garder en forme plus longtemps. Donc, comment muscler le cerveau? La meilleure façon, c'est d'apprendre des nouvelles choses. On le disait, la capacité d'apprendre, ça ne diminue pas en vieillissant. Donc, apprendre une nouvelle langue, ça a été prouvé par un des chercheurs à l'Institut de gériatrie qu'apprendre une nouvelle langue, c'est une très bonne façon d'augmenter, de stimuler sa fonction cognitive. Apprendre un nouveau jeu, apprendre un nouveau passe-temps. Avoir des passe-temps stimulants. Donc, des mots croisés, des sudoku, des échecs, peu importe ce qui nous intéresse, mais avoir des passe-temps qui vont nous stimuler le cerveau plutôt que des passe-temps passifs et demeurer actif socialement. Enfin, comment compenser si j'ai des pertes de mémoire? C'est de prendre son temps. On le disait, la vitesse de la pensée diminue un peu. Donc, par exemple, si on va garer son auto à quelque part, prendre son temps pour noter un repère quand on stationne l'auto pour éviter de la perdre ou d'éviter de ne pas se souvenir où elle était quand on ressort du magasin, par exemple. Demander aux gens de parler moins vite pour avoir le temps d'enregistrer l'information. Répéter à voix haute pour pouvoir mémoriser l'information. Et on le disait tantôt, garder la concentration, donc pas faire deux choses en même temps. Et si on fait une activité qui est longue, parce que la concentration peut être plus difficile à conserver longtemps, on peut prendre des pauses. Enfin, faire des associations, ça c'est une très bonne façon de garder sa mémoire, de compenser pour les pertes de mémoire. Donc, relier deux choses ensemble, faire des associations amusantes entre deux choses pour pouvoir se souvenir de ce qu'on veut se souvenir. Prendre des notes. Et si on prend des notes, ça ne va pas rendre le cerveau paresseux. Donc, parfois, on se dit que si je prends trop de notes, je vais perdre ma mémoire, mais au contraire, ça va stimuler ma mémoire et ça peut compenser. En terminant, je voudrais prendre quelques secondes pour parler du programme Avantage. On a dit tantôt que je suis directeur scientifique du programme Avantage, qui est un programme de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, où on a plusieurs activités, comme des conférences publiques, comme des ateliers. On a une collection avec des livres. Maintenant qu'on est souvent en pandémie, on dit qu'il faut se stimuler le cerveau, qu'il faut rester stimulé. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup moins d'activités, mais on a plusieurs conférences qui sont sur YouTube, sur différents sujets. Vous verrez ici que si d'écouter Louise Lambert-Lagacé ce soir, ça vous donne le goût d'en savoir plus. On a eu la chance de l'avoir comme conférencière et sa conférence est sur YouTube. Vous pouvez la retrouver facilement. Et on a aussi des livres, donc 4 livres qui ont été publiés sur différents sujets. Donc ça aussi, c'est des façons de rester informé. La suite va être encore plus intéressante. Sans plus tarder, je cède la parole à nos 3 invités de ce soir, le docteur Lucier, Louise Lambert-Lagacé et la docteure Anne Charbonneau.
Donc, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de venir répondre à quelques questions ce soir. On aime ça. On a eu un film qui était un peu déprimant, qui ne montrait pas nécessairement l'image universelle ou l'image qu'on aime voir du vieillissement. C'est un film, je pense, il faut prendre quelques secondes pour se remettre de nos émotions. Mais on va passer à des sujets un peu plus gais, un peu moins déprimants, pour parler de nutrition et de santé bucco-dentaire. Et on va voir, je crois, pendant la discussion, que c'est deux sujets qui sont interreliés pour pouvoir bien manger. Très. Il faut avoir des bonnes dents. Absolument. Donc voilà, on a résumé notre discussion. Donc peut-être commencer avec vous, Mme Lambert-Lagacé, pour parler un petit peu en général des problèmes de nutrition, de malnutrition chez les aînés. Est-ce que vous diriez qu'en général, les aînés sont mal nourris ou malnutris? Malheureusement, oui. J'aimerais ça avoir des bonnes nouvelles, mais la prévalence du risque nutritionnel est assez élevée chez 4 aînés sur 10. Et ça, c'est les chiffres, les sondages ou les recherches se sont faites avant la pandémie. J'ai comme l'impression que ça pourrait être encore moins beau comme situation. Donc, risque nutritionnel nous amène à, entre avoir un déficit nutritionnel et la bonne santé, finalement. C'est vraiment un continuum. Et si on regarde certains éléments nutritifs, une personne âgée sur 4 manque de protéines dans son quotidien. Presque le tiers manque de vitamine B12. C'est des éléments nutritifs très importants pour la santé globale des personnes âgées. Puis si on regarde ça, on pourrait dire que les personnes âgées sont peut-être les moins bien nourries de la population. Vous savez, avant, on pensait que c'était les adolescents, mais maintenant, je dirais que ce sont les personnes âgées qui sont les moins bien nourries. Puis est-ce qu'on parle d'un problème de quantité de nourriture? On sait que souvent, l'appétit diminue un peu. Tu sais, on pense aux grands-mères tea and toast là, qui mangent des biscuits et qui boivent du thé. Donc, est-ce que c'est un problème de quantité ou, comme vous disiez, de ce qui est mangé, donc pas assez de protéines? Bien, c'est qu'en général, l'appétit diminue avec les années. Donc, nos besoins caloriques diminuent, mais nos besoins nutritionnels augmentent dans certains cas. Donc, on a besoin de plus de protéines qu'avant. On a besoin de plus de certaines vitamines. Donc, on a un défi. Notre marge de manœuvre est moins grande que quand on mangeait beaucoup. Puis, est-ce qu'il y a des personnes aînées qui sont plus à risque de malnutrition que d'autres? Oui. Je dirais qu'il y a les personnes seules qui mangent rarement avec d'autres personnes. Vous savez, l'appétit vient des fois en mangeant avec d'autres. Les personnes déprimées ont 2 fois plus de risques nutritionnels que des personnes qui sont en bonne humeur. Les personnes qui sont hospitalisées, mais ça, on peut s'en douter, 50% des personnes qui sont des personnes âgées qui sont hospitalisées arrivent dans un état de malnutrition. Et les personnes en post-chirurgie, vous savez, vous avez eu le stress de la chirurgie, vous repartez des fois très rapidement après l'hospitalisation. Donc, il y a souvent de la malnutrition chez ces personnes-là. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de catégories de personnes âgées qui sont à risque de manquer de bons éléments nutritifs. Okay. Est-ce que pour la santé bucco-dentaire, Dr Charbonneau, vous diriez que c'est la même chose aussi, que c'est un problème important? Est-ce que les personnes âgées ont des mauvaises dents en général? Bien, écoutez, c'est toujours variable. Il y a toujours des risques individuels versus des risques populationnels. Mais c'est sûr que c'est une génération qui a beaucoup de problèmes, qui ont eu des extractions dentaires très jeunes. Dans le temps où ma mère était jeune, c'était avant de se marier, tu faisais enlever les dents puis l'appendice. Comme ça, c'était réglé, supposément. Par contre, rendu à un âge avancé, bien là, on voit des personnes âgées qui ont plus de crête osseuse pour tenir les prothèses. Ça tient plus. La fonction masticatoire est de beaucoup diminuée. Donc, la capacité de bien manger ces aliments, de manger beaucoup de fruits et légumes, des fruits et légumes crus, ça devient très difficile avec des prothèses. Donc, on a de tout. On a aussi des personnes qui ont conservé leurs dents. Et là, à ce moment-là, ils font face à d'autres défis. C'est-à-dire, ils ont pu bien s'occuper de leurs dents toute leur vie. Mais là, avec l'âge avancé, il y a des fois des difficultés, des pertes d'autonomie, difficultés à manipuler la brosse à dents. La soie dentaire
encore plus. Donc, ça peut devenir de plus en plus difficile de prendre soin de ses dents. Puis on voit souvent dans ma clientèle des personnes qui ont des problèmes de dents et qui se font offrir toutes sortes de traitements par le dentiste et qui ne savent pas toujours. Hein, c'est des traitements qui peuvent être très chers parfois. Est-ce que vous pensez que les dentistes sont bien outillés pour répondre aux problèmes dentaires des personnes âgées? Oui et non. C'est-à-dire que oui, ils ont beaucoup de connaissances, ils savent comment faire les traitements. Je pense qu'on doit faire par contre collectivement une réflexion sur quel est le type de traitement qu'on doit préconiser à un âge plus avancé. Est-ce que la personne est en perte d'autonomie ou à risque d'être en perte d'autonomie sous peu? Est-ce qu'elle va être capable de maintenir son hygiène? Les grands problèmes qu'on voit souvent, les personnes ont été autonomes toute leur vie, ont pris soin de leurs dents. Et là, en perte d'autonomie, ils ne parviennent plus. Donc là, des fois, on a des augmentations de la carie de racine parce que les gencives vont baisser autour des dents avec les problèmes parodontaux. Et donc, on se retrouve avec des nouveaux problèmes. La prise de médicaments qui peut avoir une influence sur la salive et sur certains médicaments aussi qui peuvent contenir du sucre, des médicaments liquides. Et à ce moment-là, il y a une augmentation de la carie. Donc, il y a comme des nouveaux risques qui s'installent. Pas chez tout le monde, mais chez une partie de la population âgée. Est-ce qu'il y a une façon de prévenir ça ou si quand on est rendu plus âgé, il est trop tard pour... Non, il faut toujours, il est jamais trop tard, il faut toujours faire quelque chose. Naturellement, on est souvent en prévention plus tertiaire, c'est-à-dire on n'est pas à l'avant de la maladie, mais là, on essaie de rétablir la fonction, de contrôler le problème. Donc, c'est important d'avoir un suivi régulier, mais c'est important que le suivi régulier ne commence pas à l'âge avancé, mais qui a commencé avant, pour qu'on puisse être certain de bien contrôler la majorité des problèmes de santé bucco-dentaire. Bien, il y en a beaucoup, mais les deux principaux, c'est la carie, ce qui est en général pas un problème chez la personne, l'adulte. Les dents qui vont avoir des caries, ben, ça a carié à l'enfance, l'adolescence. Puis après ça, c'est plus des restaurations à refaire, parce qu'une restauration n'est pas éternelle. Donc là, il peut y avoir de la carie secondaire autour d'une obturation, etc., des problèmes de gencives. Donc, si tout ça a été maintenu, bien soigné, restauré aux besoins, avec des nettoyages fréquents, une hygiène très bien faite, à ce moment-là, on réduit les risques. Mais il faut que ça continue. Et là, c'est un peu la difficulté là, que je vous exposais. C'est ça, puis c'est une génération maintenant qui est peut-être moins habituée à la soie dentaire que les enfants d'aujourd'hui, oui, on espère et le pas mal sont. toutes les générations ont un peu de difficulté avec la soie dentaire. C'est pas la chose la plus excitante au monde. Mais c'est très efficace. Et est-ce qu'il y a un âge où on peut dire où ça ne vaut pas la peine, par exemple, de faire des réparations, des obturations, où on serait mieux d'enlever les dents? Non, il n'y a rien de tel que d'avoir ses dents, OK? Ou du moins d'en avoir quelques-unes, ce qui permet d'avoir une prothèse plus stable. Donc, on peut faire des merveilles avec quelques dents. Donc, non, extraire des dents, c'est très difficile s'adapter à une prothèse à un âge avancé. Si on pense à quelqu'un qui a des pertes cognitives, tantôt, on voyait l'exemple dans le film, s'adapter à des prothèses à cet âge-là. S'il n'y a jamais eu de prothèse, ça va être un fiasco, ça fonctionnera pas. Donc, plus on conserve les dents, c'est mieux. Mieux c'est, je veux dire. Et puis, c'est important à ce moment-là que même à l'âge avancé, très avancé, qu'il y ait des suivis réguliers, qu'il y ait une hygiène le plus rigoureuse possible, que la personne reçoive de l'aide pour ses soins son hygiène bucco-dentaire et qu'il y ait un suivi régulier. Parce que souvent aussi, chez la personne, des fois qu'il y a des problèmes cognitifs, tout ça, qui peut avoir plus de difficultés à s'exprimer, à exprimer ses besoins, ses douleurs, tout ça, ça peut avoir beaucoup d'impact. Premièrement, moins bien se nourrir, mais aussi la douleur, les infections. Et si on avait des infections, des fois qu'on retrouve en bouche, qui passent inaperçues pour le commun des mortels, si on avait ce type d'infection-là sur le bras, tout le monde se dépêcherait à consulter. Mais parce que c'est en bouche, c'est dans l'os, c'est au bout de la racine de la dent ou autour de la dent, le dentiste peut le voir, mais pas le commun des mortels. Donc, c'est important qu'il y ait un suivi régulier. OK. On parle de malnutrition, justement, comme conséquence de problèmes dentaires. Quels seraient les signes les plus précoces de la malnutrition, vous diriez? En fait, le plus simple,
c'est quand une personne perd presque 10 livres dans les derniers 6 mois, une perte pas volontaire, involontaire. Se demander pourquoi j'ai perdu 10 livres. Des fois, on ne se pèse pas, mais on le remarque dans nos vêtements. Et c'est accompagné d'une fatigue inhabituelle, une perte d'appétit. Mais ça, c'est le premier signe qu'il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on ne mange plus assez. Et je voudrais de ne pas souligner ce que l'on suggère, en France en particulier, d'évaluer annuellement la nutrition des personnes âgées, faire un dépistage. Et ça, c'est à domicile, là, les gens qui sont à domicile. Et au mois, chez les gens hospitalisés, et c'est-à-dire les gens en résidence. Et continuellement, c'est-à-dire la minute qu'on rentre à l'hôpital, on devrait pouvoir évaluer notre état nutritionnel. Parce que si on est déficitaire à ce moment-là, mais pour se relever de la maladie, on va avoir beaucoup plus de difficultés. Se relever de la chirurgie, beaucoup plus difficile. Est-ce que, de façon générale, l'alimentation devrait être modifiée quand on vieillit? Est-ce qu'on devrait manger plus de certains aliments, moins de d'autres aliments? Ben oui, des petits ajustements, mais on n'a pas, c'est pas une révolution. C'est de mettre, peut-être mettre de côté les aliments qui ne nous rapportent rien. Moi, je compare souvent les aliments à des plaisir placements. parfois, non? Ben Rien oui, sauf le mais plaisir. moi, j'aimerais bien que les plaisirs soient des bons placements. Quand les aliments comme, bon, je pense qu'un de nos pires, c'est-à-dire celui qui nous donne peut-être un peu de plaisir, mais moins de placement, de dividendes, c'est les aliments sucrés. Qui nous donnent des calories qui peut-être nous font plaisir instantanément, mais ne nous aident pas du tout dans l'ensemble de notre menu. Les fritures, qui sont déjà plus difficiles à digérer pour les personnes âgées. Mais ça, on pourrait s'en passer. Il y a tellement d'autres belles cuissons à faire pour les aliments. Les aliments raffinés, ça, vous savez, du pain blanc, on peut manger 3 tranches puis on n'a pas l'impression d'en avoir mangé, mais si on prend un pain complet, on est satisfait plus vite. Donc, ça serait... Il y a des petits ajustements. Et on parlait de fruits et légumes, mais c'est sûr que la majorité des personnes âgées ne prennent pas leurs 5 portions par jour. Alors ça serait peut-être... si on est à 2, bien, on peut passer à 3 puis à 4. Pourquoi ils ne les prennent pas? Parce que c'est plus difficile à conserver, à apprêter? Ou? C'est peut-être des mauvaises habitudes, peut-être l'approvisionnement. Parce que les personnes qui ont de la difficulté à faire le marché régulièrement, mais ils ont moins de crudité ou d'aliments frais. Mais c'est peut-être c'est facile de délaisser les légumes. Oui, il y a plusieurs personnes âgées qui ne prennent pas 2-3 repas par jour, qui vont manger moins le soir, par exemple, qui vont déjeuner, prendre un bon dîner, mais presque pas manger le soir. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de s'alimenter? C'est un problème, le saut de repas, et ça arrive plus fréquemment chez les personnes âgées, vous avez raison. Donc, sauter un repas quand on a des besoins nutritionnels élevés, mais on n'arrive pas, parce qu'on est moins habilité à digérer et à absorber des grandes quantités à la fois. Donc, on est beaucoup mieux de bien répartir ce que l'on mange. Donc, plusieurs petits repas plutôt que des gros repas. 3 repas. 3 repas, puis peut-être une bonne collation. Mais... Essayez de se forcer pour manger les 3 repas. Oui, ce serait mieux que de manger. L'appétit vient en mangeant. Okay. Est-ce que, Dr Charbonneau, les problèmes les plus fréquents on a parlé tantôt de caries, on a parfois des problèmes de déchaussement aussi chez les personnes âgées. Quels sont, selon vous, les problèmes les plus fréquents qu'on retrouve? Bien, c'est ça, la carie et les problèmes parodontaux. Le problème parodontaux, c'est les problèmes de tissu de support de la dent. Donc, l'os qui est recouvert de la gencive. Donc, s'il y a de la plaque qui s'accumule, du tartre qui accumule encore plus la plaque, c'est toujours la plaque dentaire, les bactéries qu'on retrouve en surface de la dent qui vont causer ces problèmes-là. Et à ce moment-là, on peut avoir une perte osseuse. La gencive peut être très inflammée, donc créer comme des poches dans lesquelles s'accumule encore plus la plaque. Ça peut s'infecter. Les dents peuvent devenir mobiles, donc rendre l'alimentation plus difficile de manger des produits crus. Donc, c'est les problèmes les plus importants. Puis, comme je vous disais un peu tantôt, les problèmes de carie de racine, c'est souvent un problème qu'on voit
davantage chez la personne âgée qui modifie son alimentation pour passer davantage à une alimentation plus molle, moins d'hygiène, parce que ça devient plus difficile, qu'il n'y a pas d'aide autour d'elle pour maintenir le niveau d'hygiène requis. Et à ce moment-là, on peut voir une augmentation des caries de racines. Donc, des fois, on peut voir des personnes qui ont une bonne santé dentaire, qui ont réussi à maintenir leur santé dentaire. Problèmes cognitifs s'installent de façon importante, là, et la situation, la santé bucco-dentaire se dégrade à l'intérieur de 6 mois pour arriver à un niveau où, des fois, c'est difficile de faire quelque chose. Est-ce que les techniques dentaires ont beaucoup évolué, évidemment, dans les dernières décennies? Là, on parle beaucoup d'implants maintenant. Oui. Est-ce que c'est une bonne option pour une personne âgée? Ça dépend. Ça dépend, encore une fois, quel âge elle a, quel est son état de santé. Est-ce que c'est simplement pour remplacer une dent qui a été extraite, mais que la dentition est fonctionnelle? Bon, c'est sûr que si c'est une dent antérieure, une dent en avant, la dentition a aussi une fonction sociale. Donc, si la personne arrête de parler puis de rencontrer des gens parce qu'elle est gênée, parce qu'elle a perdu une dent, bien, c'est un problème. Alors, il faut voir et réhabiliter. Est-ce que c'est par implant? Est-ce que c'est par une prothèse fixe qu'on appelle des ponts ou des couronnes? Est-ce que ça va être avec une prothèse amovible? Il y a plusieurs solutions. Puis je pense que ces décisions-là doivent être prises de concertation avec la personne et ses proches. Ses proches doivent être impliqués et ça doit être discuté. Puis ça doit être aussi parfois discuté avec les autres professionnels de la santé autour qui connaissent peut-être mieux le patient pour proposer des traitements qui vont être le plus conservateur possible. Puis des fois, on va vraiment à la dentisterie palliative. On dit, bon, carie de racine, on ne fera pas des restaurations compliquées, on va utiliser une certaine forme de ciment qu'on appelle des ionomères de verre qui libèrent du fluor et on va aller réparer comme ça les racines pour avoir quelque chose le moins traumatique possible, qu'on peut faire simplement, des fois la personne à la maison, on peut le faire à la maison ou au lit du patient en milieu hospitalier. Donc, on a des traitements plus simples. Donc, ça dépend. Ça peut être un bon choix si la personne n'est plus capable, n'a plus d'os et a absolument besoin de support. Donc, l'implant peut être un bon choix, mais plus la personne est très âgée, je pense qu'il faut quand même être réaliste devant nos traitements qui peuvent être aussi très, très coûteux. OK. Il nous reste quelques minutes avant de passer aux questions des gens à la maison. Madame Lambert-Lagacé, j'aimerais ça si on peut aborder un sujet différent. On a parlé de malnutrition. Oui. J'aimerais ça parler de l'inverse, le surpoids, qui est un problème aussi qu'on voit chez les personnes âgées. Est-ce que c'est une bonne chose d'essayer de maigrir quand on est, disons, assez âgé, là, 75-80 ans? Bien, en fait, la maigreur est plus risquée que l'obésité chez la personne âgée. Et en général, les obèses, ils sont décédés avant le vieillage. Et ceux qui veulent perdre un peu de poids en mangeant mieux, bien bravo. Je veux dire, simplement à se mettre à avoir une alimentation plus saine, moins de gourmandise, on peut perdre du poids. Et donc, il n'y a pas de risque à avoir moi je dirais, une alimentation améliorée. Que ce soit la diète méditerranéenne ou autre chose, on va améliorer le profil nutritionnel et en même temps le poids. Donc, on entend beaucoup parler de la diète méditerranéenne comme si c'était la solution à tous les problèmes, là. On va vivre plus longtemps, en meilleure santé et tout. Est-ce que c'est si bon que ça, finalement? C'est pas mal bon. Ce qu'on a vu, c'est que ça aidait au niveau de la prévention cardiovasculaire, ça aide au niveau de l'hypertension, ça aide au niveau de la résistance à l'insuline, ça aide même au niveau... Et il y a une très belle étude où on a mis des populations européennes pendant 1 an à cette diète-là et au bout d'une seule année, on a vu des résultats très significatifs, très positifs. Okay. Alors, ça n'était pas surfait. C'est bien. On va devoir passer aux questions du public. Merci beaucoup à toutes les deux. Sûrement que Jérémy va avoir d'autres questions. On ne voulait pas en faire une publicité, mais vous avez ce nouveau livre-là au menu des 65 ans et plus. Jérémy en a parlé tantôt. Donc, je crois pour les gens qui ne savent pas quoi cuisiner, c'est toujours Absolument. Une bonne référence. Bien, je l'ai fait pour faciliter la vie des gens. OK. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup, David, aussi, pour
Docteur Lucier, pour avoir organisé donc ces questions avec nos deux charmantes invités. Donc maintenant, nous allons passer effectivement aux questions du public. Donc la première question va s'adresser justement à vous, Docteur Lucier. Donc c'est une question de la part de Lise Couturier qui nous demande: est-ce que l'Alzheimer est génétiquement transmissible? Exemple, dans une famille où il y a plusieurs cas. Oui, c'est une excellente question. Si c'est pas génétiquement transmissible dans le sens où c'est pas une maladie qui est génétique sur le chromosome, comme l'hémophilie, par exemple, mais ce qu'on sait, c'est que quand il y a des personnes dans la famille qui ont une maladie d'Alzheimer, le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer chez les descendants est plus élevé. Donc, c'est un facteur de risque. Maintenant, c'est un facteur de risque surtout si on va chez les personnes qui ont... Les personnes dans la famille ont eu un Alzheimer assez jeune. On sait, on le disait tantôt, en 85 ans, c'est 30 qui ont une maladie d'Alzheimer. Donc, ça devient moins significatif si c'est après 85 ans et plus avant. Et il y a certaines familles qui ont une protéine qu'on appelle le ApoE4, où là, le risque est très augmenté. Donc, la réponse est oui. Il y a une question de génétique. Il y a une question aussi de facteurs de risque plus grands dans la famille. Merci beaucoup. Nous aurions maintenant une question donc pour vous, docteur Charbonneau, qui nous vient donc d'une consoeur, donc la docteure Sandra Verdon, donc qui se pose la question suivante. Croyez-vous qu'il y a un lien entre la capacité masticatoire, donc le nombre de dents, et la dénutrition de la personne âgée? Tout à fait. Le docteur Verdon travaille beaucoup avec les personnes âgées. Donc, je la salue bien. Donc, effectivement, le fait d'avoir une capacité masticatoire réduite par des prothèses instables, et c'est souvent, des fois, les gens s'imaginent qu'une prothèse dentaire, c'est faite pour la vie. Non, ça doit être changé, ça doit être ajusté. Tantôt, vous parliez de perte de poids. Si une personne perd beaucoup de poids, ben, les prothèses ne feront plus adéquatement. Elles vont être, en bon chinois, lousses. Donc, il va falloir refaire quelque chose, soit faire un traitement qu'on appelle rebasage ou vraiment refaire des prothèses. Donc, on dit habituellement une prothèse complète, là, ça doit être à peu près changé aux 5, 7 ans, 10 ans, pas mal maximum. Donc, des prothèses dentaires qui sont en bouche depuis 25 ans, 30 ans, la capacité masticatoire est vraiment, vraiment très faible. Déjà en partant d'avoir des prothèses, la capacité masticatoire est moins bonne. Donc, si une personne peut moins bien mastiquer parce qu'elle a des prothèses, encore plus elle a des prothèses instables, bien à ce moment-là, c'est sûr que ça a un effet. Elle va aller vers des aliments beaucoup plus faciles à manger, beaucoup plus vers des aliments très raffinés, plutôt que des aliments crus qui nécessitent une bonne mastication. Donc, tout à fait. Merci, docteur Charbonneau. La prochaine question va s'adresser encore une fois donc, au docteur Lucier. Une question de M. Jean-François Fournier qui est la suivante. La paranoïa, excusez-moi, est-elle un symptôme de la démence? Oui, bien, la paranoïa, il faut voir ce qu'on entend par paranoïa. Il y a des peurs, il y a ce qu'on appelle des idées paranoïdes. Donc, penser que quelqu'un nous en veut, que quelqu'un nous veut du mal, c'est souvent quelque chose qu'on voit effectivement dans la démence, surtout dans certaines formes de démence comme la maladie d'Alzheimer, ce que le personnage du film avait probablement. Dans d'autres, comme la démence à corps de Louis. Il faut voir aussi, ce qu'on voyait bien dans le film aussi tantôt, c'est que le personnage disait qu'on lui volait ses objets. Hein? On entend ça souvent de personnes qui ont des problèmes de démence. Et ça, c'est causé par le fait qu'ils perdent leurs choses, tout simplement. Puis comme ils les perdent, ils pensent qu'ils les ont fait voler. Donc, souvent, les idées paranoïdes, là, ça vient de là. Aussi parce qu'on ne sait pas, ça aussi, c'est très bien illustré, on ne sait pas qui est la personne qui est avec nous. Donc, on pense que c'est un étranger, on va avoir peur de lui. Donc, oui, souvent, il y a de la paranoïa, mais c'est toujours expliqué ou causé par le fait que les personnes ne comprennent pas bien leur environnement, finalement. Merci beaucoup. Nous aurions une autre question pour la docteure Charbonneau. Est-ce que les problèmes de santé dentaire ou de la bouche peuvent-ils avoir un impact sur notre santé en général? Absolument.
Naturellement, la question de nutrition, on en a parlé, mais aussi la question des infections. Ce que j'ai souligné tantôt, des infections chroniques qui sont en bouche, qui peuvent passer inaperçues, peuvent avoir une influence, peuvent amener un contrôle du diabète plus difficile, peuvent amener naturellement des infections ailleurs. On a identifié aussi, dans certaines études, ont pointé les bactéries qu'on retrouve dans la poche gingivale, entre la gencive et la racine de la dent, comme pouvant causer aussi des problèmes distants, des problèmes cardiaques distants. Donc, il y a beaucoup d'effets potentiels, d'où l'importance, encore une fois, de maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Merci beaucoup. La prochaine question est une question qui nous est adressée par Madame Pauline Desrosiers. Pour vous, Dr Lussier, comment réussir à faire comprendre des choses essentielles à une personne autocritique? Peut-être à une personne qui n'a pas d'autocritique, était la question. Probablement que la question, c'est de savoir comment faire comprendre des choses à quelqu'un qui ne comprend pas, finalement. Donc, c'est de répéter, tout simplement. C'est aussi facile que ça. C'est simplement de répéter sans perdre patience, ce qui n'est pas toujours facile à faire, et sans se fâcher, sans dire « ça fait 15 fois que je le dis ». Donc, simplement répéter la même chose toujours, toujours, toujours et toujours. Et si c'est qu'on veut faire comprendre à la personne qu'elle a des problèmes de mémoire alors qu'elle ne s'en rend pas compte, c'est souvent confrontant de se faire dire qu'on a des problèmes de mémoire. On ne veut pas aller confronter notre parent, par exemple, ou notre conjoint. C'est d'y aller vraiment tranquillement. C'est d'y aller doucement et de dire « tu réalisé » et d'y aller tranquillement pour l'emmener à le comprendre, toujours sans la confrontation. Je crois que ce serait bien de dire aux gens aussi qu'il y a les sociétés Alzheimer qui ont beaucoup, beaucoup de matériel. Il y a des groupes de support, il y a des conseillers. Donc, si on a un proche qui a une maladie d'Alzheimer, c'est vraiment la meilleure référence d'aller consulter ces gens-là. Merci beaucoup. Une question qui est un peu plus générale, mais qui s'adresse donc pour Louise. Louise, pourriez-vous peut-être nous apporter un complément d'information par rapport à d'autres ressources qui nous permettraient de bien manger et de bien répondre aux envies des personnes âgées pour bien s'alimenter? D'autres ressources, bien, il y a toujours des nutritionnistes qui existent, que l'on peut consulter et qui vont nous aider à partir de nos habitudes à améliorer notre alimentation. Il y a, j'essaie de voir, c'est sûr qu'il y a les ressources fédérales. Bon, on a notre guide alimentaire qui nous donne un aperçu des bons aliments que l'on devrait manger tous les jours. Qu'est-ce qu'il y aurait à part de ça? Je pense que des bons livres. Je pense que oui. Et peut-être avoir des amis qui mangent mieux que nous et d'essayer de les imiter ou de faire un échange de recettes et de pouvoir recueillir des meilleures façons de faire cuire certains aliments, de découvrir certains légumes qu'on connaît mal. Donc, de profiter de notre entourage. Il y a aussi eu les cuisines collectives où là, on avait des personnes âgées qui se regroupaient, pas nécessairement âgées, mais on pouvait avoir un certain âge. Et on peut faire la cuisine ensemble et apprendre à cuisiner des meilleurs aliments. Merci beaucoup, Louise. Effectivement, c'est très inspirant. Puis c'est vrai qu'en permettant justement de se challenger, pour utiliser un terme bien français, entre les personnes âgées pour justement se proposer des nouvelles options alimentaires, c'est sûr que ça permet justement de remettre nos habitudes en question et puis peut-être de découvrir des nouvelles choses. Donc, effectivement, c'est une très bonne suggestion. Nous aurions deux dernières questions qui s'adressent donc toutes les deux à Dr Charbonneau. La première serait, est-ce que le vieillissement rime obligatoirement avec la perte de dents? Comment peut-on prévenir ces pertes qu'on anticipe souvent avec l'âge?
Alors, très intéressant. Donc, non, le vieillissement ne rime pas nécessairement avec perte de dents. Donc, encore une fois, ça va dépendre de l'état de santé bucco-dentaire au départ. Quelqu'un qui a un suivi régulier, qui a fait attention à sa santé bucco-dentaire, qui a une hygiène correcte et qui est capable de la maintenir par la suite, qui va bien s'alimenter, ne perdra pas nécessairement ses dents. Naturellement, plus une dent a eu des soucis pendant sa vie, plus elle a été restaurée, elle a eu un traitement de canal, il y a eu une infection au bout de la dent, un abcès, etc., c'est une dent qui est plus à risque. Donc oui, ça peut se produire, la dent peut fracturer. En général, on est capable de faire, les dentistes, des petits miracles avec ces dents-là. Des fois, non, et des fois, il faut aller vers l'extraction. Mais ce n'est pas automatique. Je connais des personnes âgées qui ont à peu près toutes leurs dents, sinon toutes leurs dents. J'en connais d'autres qui ont des prothèses complètes, d'autres qui ont des mauvaises dentitions. Tout peut se produire. Mais plus on intervient tôt, plus on établit avec la personne un plan de match pour conserver ses dents en bon état, en lui donnant tous les outils nécessaires, en parlant de nutrition. Les dentistes, on parle beaucoup de nutrition. Donc, comment on peut faire des alliances avec nos partenaires, les nutritionnistes, les médecins, les pharmaciens, les infirmières, etc., les ergothérapeutes aussi pour nous aider. Des fois, quand la personne a de la difficulté à se brosser les dents, comment est-ce qu'on peut essayer de modifier une brosse à dents? Comment on peut essayer de trouver un outil pour utiliser la soie dentaire? Comment on peut aussi enseigner aux personnes qui prennent soin des personnes âgées comment faire les soins d'hygiène de base. Donc, tout ça, c'est des atouts pour essayer de conserver les dents. Bien sûr, une dent après 80 ans dans une bouche, elle a eu peut-être plus de probabilité d'avoir eu des problèmes. Cette génération n'a pas eu tout le fluor qu'ont eu nos jeunes. Donc, nos jeunes, maintenant, je suis professeure à l'université, quand je vois la bouche de mes étudiants, la plupart, c'est zéro carie, là. Tandis que moi, quand j'étais étudiante, on ouvrait la bouche, il y en avait même qui avaient des prothèses. Donc, c'est très, très différent maintenant. Tout l'aspect de fluoration de l'eau, de fluor dans les pâtes à dents ont beaucoup aidé pour la carie. Par contre, chez l'adulte, le problème principal, c'est les problèmes de gencives. Et la majorité des gens ne s'en rendent pas compte, ne sont pas conscients de ces problèmes-là. Alors, si je peux vous donner un bon conseil, là, c'est d'aller voir son dentiste, d'avoir des nettoyages régulièrement, de revoir avec lui, avec elle, avec l'hygiéniste dentaire, comment bien utiliser la soie dentaire. C'est pas facile. On a des petits outils, des petits trucs qui peuvent aider et d'avoir un suivi très régulier. C'est la meilleure des choses. C'est le meilleur partenariat qu'on peut avoir. Merci, Dr Charbonneau. Puis j'en profite pour faire également une parenthèse avant de vous adresser la dernière question de la soirée. Par rapport à ce que vous disiez, il faut savoir, je pense qu'il y a une information importante qu'on doit passer également ce soir, à savoir que la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal va être une des universités précurseurs dans l'implantation d'un programme pour donc la gérodontologie. Donc, le but est vraiment de former la relève en médecine dentaire pour pouvoir mieux servir nos aînés et leur permettre d'avoir donc vraiment une bouche la plus en santé possible. Donc, c'est quelque chose qui est en train de s'implanter, qu'on vous invite à suivre scrupuleusement. Donc, comme je vous disais, la dernière question donc, de ce soir, c'est une question qui s'adresse à la fois à Dr Charbonneau, mais aussi à Mme Lambert-Lagacé. Donc, la prise de médicaments ou l'alimentation peut-elle avoir des répercussions sur la santé de la bouche? Et si oui, quel aliment devrions-nous choisir? Eh bien, pour ce qui est des médicaments, je pense le moins, le mieux. Et au niveau de... En fait, on parlait tout à l'heure des certains liquides qui sont sucrés, donc qui peuvent causer des problèmes. Mais je n'ai pas vraiment de truc au niveau de qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui peut améliorer au niveau nutritionnel notre prise de médicaments. Là. Je pense que l'idéal, c'est d'en prendre le moins possible quand on en a moins besoin, n'est-ce pas?
Ben, c'est de prendre justement les médicaments qui sont nécessaires, d'éviter l'automédication et puis de discuter des choix de médicaments aussi avec le professionnel qui les prescrit. Si on a quelque chose qui est sous forme de liquide, est-ce que ça peut être pris autrement? Naturellement, la personne peut avoir des problèmes de dysphagie, difficultés à avaler, etc. Donc, il peut y avoir différents problèmes. Mais oui, certains médicaments peuvent avoir une influence, entre autres les médicaments qui vont diminuer les sécrétions salivaires. La salive, c'est important dans le maintien de la santé bucco-dentaire. Donc, si on en manque, ça peut être un problème. Donc, certains médicaments vont avoir un effet sur la production salivaire. Donc, à ce moment-là, il faut augmenter la quantité de liquide. Puis là, les personnes, des fois, vont dire, ben oui, mais j'ai des problèmes de fuite urinaire, donc je ne veux pas trop boire, je ne veux pas boire à partir de telle heure et telle heure. Donc, il faut en discuter, il faut avoir une discussion franche, honnête, transparente avec les personnes pour qu'elles puissent faire des choix judicieux et de faire des choix alimentaires aussi judicieux, d'aller plutôt vers des fruits frais qui vont être rafraîchissants pour la bouche, qui vont amener une bonne sécrétion salivaire quand c'est possible, quand nos glandes fonctionnent bien, mais et d'éviter justement les jus sucrés, les cafés sucrés, les thés sucrés, tout ce qui peut augmenter le problème. Mais si je reviens à certains médicaments, il y en a une catégorie qui m'inquiète particulièrement, qui affecte notre état nutritionnel, ce sont les antiacides. Vous savez, on donne ça fréquemment pour aider la digestion, soi-disant qu'on a des brûlements, qu'on digère mal. Et des fois, le problème existe, mais le médicament ne devrait pas être pris à long terme parce qu'il nuit à l'absorption de la vitamine B12, qui est une vitamine qui est très, très importante pour le système nerveux, pour la mémoire, etc. Donc, des fois, poser les bonnes questions à notre professionnel de la santé pour voir à mieux gérer certains médicaments et peut-être en omettre quelques-uns si pas nécessaire. Puis je pense qu'un des points, si vous me permettez, Jérémie, un des points très importants, c'est justement l'alliance entre la collaboration entre les professionnels pour mieux cerner, mieux aider nos personnes âgées à passer, à avoir une belle vieillesse, là, le plus en santé possible, si on travaille conjointement ensemble, toujours en partenariat avec la personne, sa famille, ses proches, aux besoins, je pense qu'on peut rendre des meilleurs services parce qu'on va mieux comprendre. Chacun, on a des outils, donc on discute, puis j'ai appris des choses, moi, ce soir, avec vous deux, et on peut les réutiliser et mieux orienter aussi nos personnes âgées. Merci beaucoup. Peut-être David, Dr Lussier, je vous laisserai le mot de la fin. Est-ce que vous auriez quelque chose pour conclure cette discussion? Ben, si j'avais quelque chose à dire, c'est que j'aurais aimé continuer encore pendant au moins 1 heure. Hein? Je crois qu'on va essayer de voir avec le réseau des diplômés si on peut partir en tournée à travers le Québec, à travers le monde. Non, je vais peut-être juste vous remercier là, pour cette belle soirée. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Et merci au réseau des diplômés de vous avoir invité là, pour cette discussion. J'espère que les gens à la maison ont aimé ça, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis comme je disais, on aurait pu continuer encore longtemps comme ça. Donc, on espérera que ce sera pour une prochaine fois. Bien, merci pour vos bonnes questions. Puis bonne santé à tous. Bien oui. Voilà, c'est ce qui conclut notre soirée et notre première ciné-conférence de la saison 2021. J'espère que vous avez passé une excellente soirée avec nous. J'en profite pour remercier nos 3 invités, mais aussi également le groupe GPCE, donc de groupe couverture d'événements de l'Université de Montréal, sans oublier également mon collègue Sylvain Lacerte-Gagnon, qui était en coulisses également ce soir pour recevoir et gérer l'ensemble de vos questions. Finalement, j'aimerais remercier également notre partenaire d'affinité TD Assurance, sans qui ces activités ne pourraient voir le jour. En savoir davantage sur les nombreuses activités offertes au réseau dans votre faculté et l'université en général, je vous invite à visiter le site web du réseau au réseau.umontréal.ca. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.